Politique de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nous intervenons cette semaine François Hesbourg, conseiller à l'Institut stratégique de Londres, Denis Charbit, politologue, professeur de sciences politiques en Israël, Alberto Toscano, presse européenne, Christine Claire, magazine Le Point. On parlera des élections israéliennes, du processus coalitionnaire et des réactions dans le monde. On parlera du système, du gouvernement plutôt Meloni en Italie qui est mis en place, et on parlera de la sortie raciste d'un député du Rassemblement national sanctionné par le Parlement. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si on peut... On est au téléphone, mais on va essayer d'entrer en contact également en visioconférence. Denis, les décomptes se sont achevés et les résultats finalement sont connus maintenant. Le bloc Netanyahou enregistre 64 mandats. Le Likoud en lui-même obtient 32 sièges. Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, obtient 24 sièges. Le Meretz disparaît de la Knesset. Certains ont reproché d'ailleurs à Lapid d'avoir fait une campagne pendant que Netanyahou faisait une campagne de blog. Lapid faisait une campagne de parti. Vous nous direz ce que vous en pensez. Le président de l'État va donc confier à Netanyahou le soin de former un gouvernement. Les négociations coalitionnaires commencent, mais j'imagine que ça va aller vite puisque le bloc de droite est déjà constitué. Tout à fait. D'abord, il y a deux aspects. D'une part, c'est une majorité stable de 64 députés, mais surtout le grand avantage par rapport au gouvernement précédent, par rapport à la coalition précédente, c'est que là, il n'y a plus que 3 partis autour du Likoud. Donc 4 partis qui doivent signer entre eux des accords de coalition. Je vous rappelle que dans le précédent gouvernement, c'était pas moins de 8 partis qui devaient signer des accords. Et c'est dire comme c'était compliqué, d'autant que, on va dire, il y avait un arc-en-ciel idéologique qui allait de la droite à la gauche, et en passant par un parti arabe, le fameux parti arabe. Là, on est avec 3 partis religieux et le Likoud, qui quand même partagent en commun énormément de choses concernant notamment la question palestinienne, concernant la manière dont il faudra réformer la justice. Donc ça devrait finalement, je dirais, la seule querelle qui est, je dirais, presque inévitable, n'est pas due à l'identité des acteurs impliqués, c'est tout simplement qu'il faudra bien sûr distribuer les portefeuilles et qu'il risque d'y avoir, comme dans toute formule de ce type, des accords entre aussi bien à l'intérieur du Likoud, des députés qui voudront tel ou tel ministère, mais voilà, qui va obtenir la justice, qui va obtenir l'économie, la défense, etc. Tout cela, bien sûr, sera l'occasion de... Mais je pense que le défi et qui peut être facilement remporté, me semble-t-il, c'est qu'au lieu d'attendre les 28 jours nécessaires pour former un gouvernement, comme la loi le prévoit, on peut imaginer qu'après une quinzaine de jours, 3 semaines tout au plus, eh bien tout cela soit plié, à la fois à cause du nombre des acteurs limités qui ont part au gâteau, et puis surtout parce que c'est aussi une attente de l'opinion publique après ces 3 années d'instabilité, enfin avoir un gouvernement formé très vite dans les cadres des limites imparties, c'est-à-dire jusqu'à 1 mois, mais en espérant que ce soit beaucoup plus rapidement établi. Alors, Benjamin Netanyahou se retrouve à la tête d'une coalition droite, orthodoxe, religieux, et il va se retrouver avec personne à sa gauche. Est-ce qu'il ne va pas être amené, je vous pose la question, et puis je voudrais aussi le point de vue en plateau, est-ce qu'il ne va pas être amené à se recentrer et peut-être, comme le suggèrent certains commentateurs, contraint à devenir un rassembleur ? Est-ce qu'une mue est possible ? Alors, tout est possible dans la politique israélienne, rien n'a jamais... tous les scénarios ont été étudiés. Je dirais, la première raison pour laquelle ça semble peu probable,
c'est que effectivement, là, il dispose d'une majorité absolue. Il n'a pas besoin d'un acteur centriste. D'autre part, il faudrait vraiment pour Benny Gantz, par exemple, qui serait le candidat en quelque sorte naturel à rejoindre, ou pas naturel d'ailleurs, mais à rejoindre une coalition dirigée par Netanyahou. N'oublions pas qu'il a quand même vécu une expérience très douloureuse lorsqu'il a souhaité entrer dans une coalition avec Netanyahou. Et puis, je dirais qu'il faut bien comprendre, l'attitude de l'électorat de droite aujourd'hui, c'est de dire on fait alliance avec ceux qui nous ont soutenus. Et je pense que ce que proposera Netanyahou, mais c'est pas très crédible, c'est de rejoindre le gouvernement une fois que celui-ci sera constitué. Et pour moi, la pomme de discorde essentielle, et qui, à mes yeux, exclut toute possibilité d'un rassemblement national, excusez-moi de la référence française, mais rassemblement, union nationale, on va dire ça autrement, eh bien, c'est tout simplement que la seule raison d'être, la seule légitimité qu'on pourrait accorder à l'entrée d'un parti centriste dans le gouvernement Netanyahou, c'est l'éviction de Ben Gvir et Smotrich. Et ça, je pense que l'électorat de droite ne pardonnera pas, parce qu'après tout, ce serait refaire exactement comme a fait Bennett. Je fais partie d'une famille politique et je m'associe à quelqu'un de l'autre bord. Et donc, sans l'éviction de Ben Gvir et de Smotrich du parti du sionisme religieux, ce serait totalement illégitime, surtout qu'en termes de stabilité politique, ce gouvernement, avec 64 députés, peut tenir la route. Et en plus, et là jouons le jeu de l'opposition pour terminer, je pense que ce qui caractérise aujourd'hui l'opposition, c'est qu'elle n'a pas envie d'être une sorte de cache-sexe d'un futur gouvernement. Si le gouvernement doit rencontrer des difficultés à cause des députés ou des ministres qui en sont, eh bien, allez-y jusqu'au bout, le vin est tiré, il faut le boire. C'est pour ça que je ne pense pas en tout cas que ça puisse se faire, sauf si Netanyahou accepte de se défaire d'un allié, mais n'oubliez pas, même sur le plan arithmétique, 14 députés, ça vaut mieux que les 11 députés ou 12 députés du parti de Gantz. Et puis il y a Gideon Sack. Enfin, tout ça m'apparaît trop compliqué. Et puis c'était la promesse de Netanyahou. À droite toute, droite complète, droite décomplexée. Eh bien, allez-y, montrez-nous ce que ça signifie concrètement. Alors, je me tourne vers François Hesbourg parce que vous connaissez bien la vie politique israélienne et vous connaissez bien Netanyahou. Vous avez en plus lu son livre qui vient de paraître, My Story. Bibi, My Story. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Denis Charby? Bon, d'abord, il connaît beaucoup mieux la vie politique israélienne que moi, donc j'aurais du mal à formuler quelques objections, même nuances que ce soit. Mais ce que je note, c'est que Bibi, jusqu'à présent, a pu rassembler autour de l'impératif sécuritaire. C'est ça qui lui a permis d'embrasser un électorat plus large que celui de son seul parti. Or, cette élection-ci s'est jouée, me semble-t-il, sans l'impératif sécuritaire. Et l'impératif sécuritaire peut revenir, je dis bien peut, parce qu'il y a l'Iran. L'Iran, il y a maintenant peu de chances pour qu'il y ait un nouvel accord sur le nucléaire. Et donc la question de la bombe va se reposer. Or, il faut se souvenir comment Netanyahou a pu jouer sur la menace existentielle iranienne pour créer des éléments de consensus dans la société israélienne. Mais de l'autre côté, ce qui est vraiment un autre côté, c'est l'Iran est traversé maintenant par ce qui apparaît quand même comme une insurrection. On passe de la désaffection, comme il y a eu des épisodes en Iran périodiquement depuis la révolution islamique. Et là maintenant, on entre quand même dans un épisode où l'avenir du régime en tant que tel se pose. Donc je ne sais pas comment va jouer l'impératif sécuritaire. Et par ailleurs, autre conséquence géopolitique de l'élection, il y a l'Ukraine. Dans les mois qui ont suivi le début de la guerre d'Ukraine, on a vu un Israël
se comportant d'une façon qui a rendu absolument furieux les Ukrainiens. Moi, j'étais à Kiev il y a un mois et demi. J'ai rencontré le président Zelensky. Oui, vous étiez venu nous en parler ici même. Et le seul moment de colère de Zelensky à l'égard de qui que ce soit et de quoi que ce soit, c'était contre Israël, en disant on comprend qu'ils ne nous livrent pas des armes offensives, parce qu'il y a la réelle politique, les Russes en Syrie, ainsi de suite, c'est important pour nous, mais on ne comprend pas pourquoi Israël deal avec les Allemands pour faire un système antimissile et que le même Israël refuse de livrer des matériels. Ça n'a pas empêché, François Hesbourg, ça n'a pas empêché Zelensky de féliciter David. C'est l'un des premiers à féliciter Netanyahou et de formuler l'espoir qu'une nouvelle page allait s'ouvrir dans les relations entre les deux pays. Vous avez l'air de tenir ça pour négligeable. Pas du tout, c'est le contraire. Au contraire, Zelensky a vu qu'il y a un changement politique en Israël. Et il va essayer d'en profiter. Et il est parfaitement raisonnable de sa part d'essayer de faciliter le processus de rebattage des cartes en Israël même. Parce qu'il va devenir quand même de plus en plus difficile d'expliquer qu'on ne peut pas aider l'Ukraine à lutter contre l'Iran. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de lutter contre l'Iran. Les armes sont les armes des Russes. Et en même temps, de dire aux Ukrainiens, allez-vous-en, vous nous ennuyez, on veut continuer à faire notre petit business comme d'habitude, avec nos gros copains turcs, avec nos copains allemands, et ainsi de suite. Là, je pense qu'il y a effectivement une chance d'ouverture, on verra bien. Netanyahou est stratège. Dans l'âme, il est plutôt bon stratège, objectivement, je dois dire que la façon dont il a géré la guerre de Syrie lorsqu'il a été Premier ministre en Israël, ça a été très talentueux. Netanyahou est un pirate, mais c'est un pirate qui, lorsqu'il se mêle de stratégie, est plutôt bon. Alors on va voir ce que ça va donner, puisqu'il a quand même un gros problème avec Ben Gvir et Smotrich, contre lesquels il y a une forte opposition d'ailleurs, y compris de l'administration américaine. Il va pouvoir leur donner des ministères importants, Denis. Est-ce que, est-ce qu'il va parvenir à satisfaire tous ses alliés en même temps ? Oui, je pense qu'il y parviendra parce que au final, chacun a un secteur bien précis. Il y en a qui veulent le ministère de l'Intérieur, il y en a d'autres qui veulent le ministère des Cultes, d'autres la santé. Le vrai problème sera effectivement Ben Gvir dans la mesure où celui-ci a réclamé durant la campagne électorale et que je dirais qu'on est en train de préparer l'opinion à l'éventualité qu'il obtienne ce qu'il demande. Il a le droit à 2 ministères et que l'un d'eux soit effectivement le ministère de la Sécurité intérieure. Alors, à ceci près que... il paraît qu'il est parti en vacances pendant que les mouvements coalitionnaires se font. Tout à fait. Et vous avez une explication ? Oui, tout à fait. Lui, il a indiqué qu'il voulait le ministère de la Sécurité intérieure. Et en partant en vacances, ça veut dire mon téléphone ne répond pas, vous savez ce que je veux, et il faut se plier à ma demande. Et là, c'est vrai que c'est un dilemme énorme. C'est un dilemme énorme, pourquoi ? Pour Netanyahou. Et je dirais même pour son électorat. D'abord parce qu'il y a toujours cette tentation de dire, s'il est aussi gros musclé qu'il le dit, s'il n'a cessé sur cette question de la criminalité, de l'insécurité, ça a été son thème majeur de campagne, voyons ce dont il est capable. Ça, c'est toujours la première tentation quand quelqu'un a jonglé ou en tout cas chevauché cet étalon-là. Le problème, c'est que la sécurité intérieure, ça concerne, à cause de la criminalité arabe, ça concerne donc des relations avec la population arabe d'Israël. Et là, il y a, qu'on le veuille ou non, un potentiel, je dirais, insurrectionnel qui fait que il faut quand même se méfier. N'oublions pas, Ben Gvir a demandé l'immunité pour tous les policiers et tous les soldats en cas de bavure, etc. Alors, il l'obtiendra pas, bien entendu. C'est pas un ministre qui décide de ce genre de choses, mais il y a quand même ici un risque.
Bien sûr qu'il est fort probable que le souhait de Netanyahou, c'est de le voir échouer dans sa tâche et de se rendre compte que quand on est ministre, c'est beaucoup plus difficile que quand on est un tribun de l'opposition. Donc là, il y a vraiment un vrai dilemme. Et là, je dirais que c'est le rapport de force entre les deux qui tranchera si ou non Ben Gvir obtiendra ce poste-là. Alors, on va parler des réactions dans le monde, la Turquie notamment, qui a fait savoir qu'il n'y aurait pas là non plus de changement et que les relations seraient stables. Je ne sais pas, il y a le Royaume-Uni qui a dit qu'il revenait sur sa décision de changer l'ambassade, enfin la promesse de sa prédécesseur d'installer l'ambassade à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? On n'a pas entendu non plus Madame Meloni sur ce nouveau gouvernement. Mais c'est félicité. Alberto Toscano. Israël est un pays démocratique. Quand un pays démocratique exprime un choix démocratique, évidemment, les autres pays plus ou moins démocratiques, selon les cas, mais se félicitent. Là, il n'y a rien d'étonnant. Si tout le monde s'est félicité avec M. Netanyahou. Ceci dit, je crois qu'il y a des éléments inquiétants dans ces résultats électoraux et je crois qu'il y a un tournant parce que la présence de ce sionisme religieux avec cette force dans la coalition gagnante n'est pas un changement normal de gouvernement, n'est pas une alternative normale à la situation précédente. J'ai peur que Israël entre dans une période de instabilité, parce que la stabilité n'est pas une question arithmétique. Et évidemment, une majorité à 64 est supérieure à une majorité à 61, comme dans le cas du gouvernement précédent. Mais il y a aussi des problèmes de cohésion politique qu'on doit vérifier. Et ce que François Hesbourg disait au sujet de la situation russo-ukrainienne est un autre facteur sur lequel on peut se poser des questions. Israël n'a pas fait des sanctions à la Russie, prononcé des sanctions économiques vers la Russie, et je crois que je vois mal un changement de stratégie de politique israélienne vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'agression russe à l'Ukraine et de ses conséquences. Christine Claire. C'est juste une question. On a évoqué les réactions de plusieurs dirigeants politiques à travers le monde. Je suis étonnée de ne pas avoir lu encore de réaction de Donald Trump, puisque j'ai lu, alors peut-être je me trompe, parce que je ne connais pas le sujet comme vous, mais je croyais que Bibi, comme il se prénomme lui-même, était assez proche, s'était dit assez proche de Donald Trump. Réponse ça s'adresse à François Hesbourg. Les Américains ont d'autres chats à fouetter en ce moment précis. Hein. Il y a des élections de midterm qui ont lieu dans 48 heures. Et qui sont assez serrées, finalement. Non, attention, c'est des midterms, c'est-à-dire ce sont des élections très granulaires, hein, circo par circo, fonction par fonction. Et donc, on verra à la sortie comment ça se passe. Le vent portant est favorable aux Républicains en ce moment, clairement. Mais on ne sait évidemment pas, on ne peut pas prédire à l'avance les nombres. Il faudrait faire des sondages dans chaque circonscription. Alors, même aux États-Unis, où il y a beaucoup d'argent pour la politique, en fait, ça, on ne sait pas vraiment le faire. Et le sort d'Israël ne jouerait pas. Alors, le sort d'Israël, pour l'instant, ne joue pas. Pour l'instant, c'est parce que le sort d'Israël n'est pas vu comme étant en jeu. Il y a un résultat d'élection apparemment très clair en Israël. La droite a gagné en Israël, la gauche s'est suicidée. C'est comme ça. Et l'argument sécuritaire, qui est celui auquel les Américains sont le plus sensibles, ne joue pas. Encore une fois, dans cette élection israélienne, et c'est assez inhabituel, l'argument sécuritaire n'était pas présent. Dans le passé, c'était toujours voter pour Bibi parce que Bibi va assurer la sécurité du pays.
Là, je n'ai guère entendu cette thématique-là. La thématique iranienne, on l'a très très peu entendu dans cette élection. Mais peut-être que Trump va se réveiller aussi. Hein. Ça, c'est, il peut choisir. Je peux ajouter quelque chose, oui, absolument. Denis, je vais apporter la réponse, elle est très claire. Pour Donald Trump, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais. Rappelez-vous, après l'échec de Donald Trump, Netanyahou a pris 3 semaines avant d'appeler Trump pour l'assurer de son soutien, et Trump était très en colère, et donc je pense que c'est la raison pour laquelle Trump ne s'est pas manifesté. En revanche, l'administration américaine s'est manifestée, alors pas par la voix de Biden, mais si on prend en compte le fait que, comme par hasard, 7 semaines après les résultats, Blinken a eu un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas pour rassurer, pour bien insister sur le fait que les États-Unis restent fidèles à l'idée des 2 États. Si on ajoute également le premier communiqué qui a laissé entendre que on se satisfait de la haute participation électorale en Israël, et on espère que le futur gouvernement sera sensible aux droits de l'homme et aux droits des minorités. Cela montre la prudence et cela montre, je dirais même, l'inquiétude avec laquelle l'administration américaine considère la situation nouvelle qui s'est présentée en Israël. Et si on fait encore le tour du monde, je dirais que bien sûr que dans l'Union européenne, on n'est pas très très satisfait. Je pense que Poutine, qui était quand même un très bon allié de Netanyahou, a toutes les raisons d'être satisfait, sauf si effectivement l'implication de l'Iran devient de plus en plus majeure, et en quel cas Netanyahou pourrait être moins équivoque que ses prédécesseurs. Mais j'ajoute également qu'on attend la réaction, jusqu'à présent très prudente et très mesurée, des signataires des accords d'Abraham, qui ne verront pas d'un bon œil la participation de Ben Gvir et du sionisme religieux autour de la coalition. Et donc à cet égard, la situation internationale est un peu plus compliquée pour Israël, en dépit, effectivement, ou à l'exception de la déclaration d'Erdogan disant qu'il continuerait l'intendance, qu'il ne tient pas compte de l'alternance qui vient de se produire la semaine dernière. Alors, oui, Alberto. Je voulais enchaîner parce que les accords d'Abraham ont été le résultat principal de Trump en politique internationale. Et aujourd'hui, ces accords risquent d'être mis à mal par la victoire de Netanyahou. Donc il y a effectivement un point d'interrogation à la question de Christine, on répond par un autre point d'interrogation, je crois, parce qu'il y a des... Oui, François Hesbourg. Oui, les accords d'Abraham signalent quoi? Ils signalent que le problème palestinien n'est plus considéré comme un problème pivotal par les États arabes qui sont rentrés dans les accords d'Abraham. Sauf provocation incroyable sur le mont du Temple ou que sais-je, ils s'accommoderont en fait fort bien de la coalition qui vient d'arriver. Après tout, Netanyahou a été l'artisan des accords d'Abraham. Hein. Je veux dire, quand même il y a quand même pas beaucoup de surprises sur l'affaire russo-ukrainienne. Et les Turcs, eux, parviennent à maintenir leurs liens avec la Russie, pas de sanctions. Comme Israël, à des rencontres fréquentes avec Poutine et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il continue à vendre des armements fort utiles aux Ukrainiens. Israël ne fait que la première moitié de ça. Israël n'est pas équivoque. Israël est univoque. Il s'agit de faire à peu près rien pour l'Ukraine. François Hesbourg, on va continuer de parler de ça et on va prolonger la question de Christine Claire sur la position des Républicains, parce que moi j'ai l'impression, mais vous me direz si je me trompe, que Poutine vote républicain dans ces élections de mi-terme. On marque une pause et le 4 quarts politique de la semaine revient dans un instant. Quart politique de la semaine, Shlomo Malka. Radio J.
Le 4 quarts politique de la semaine avec François Hesbourg, Denis Charbit, Alberto Toscano et Christine Claire. Je rebondis sur la question posée par Christine Claire et finalement, est-ce que Poutine ne voudrait pas une victoire des Républicains dans ces élections de mi-terme, parce que les Républicains ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaitaient freiner l'engagement américain en Ukraine. Alors, est-ce que Poutine vote républicain? Oui, la réponse, c'est là pour le coup, c'est une de ces questions à laquelle il y a une réponse sans aucune équivoque. C'est oui, oui, oui et oui. Sauf que, bien entendu, les midterms ne lui apporteront pas une énorme satisfaction. C'est une petite satisfaction. Et au Congrès, il restera un momentum suffisant pour maintenir les niveaux d'aide à l'Ukraine. Biden fera très probablement adopter pendant l'intercession, ce qu'on appelle la lame duck session du Congrès ancien, sortant, et la loi qui permettra de financer les armements pour l'Ukraine tout au long de l'année 2023. Pour Poutine, l'objectif, c'est évidemment Trump à la Maison-Blanche à l'élection de novembre 2024, c'est-à-dire dans un tout petit peu moins de 2 ans. Donc pour ceux qui me demandent combien de temps encore va durer la guerre d'Ukraine, la réponse honnête c'est je n'en sais rien, mais la réponse un tout petit peu plus longue, c'est elle ne se terminera sûrement pas avant les élections présidentielles américaines de novembre 2024, parce que Poutine a bon espoir que la donne pourrait changer assez radicalement si Trump revient. Alors, je tourne la page et je voudrais qu'on dise quelques mots de Giorgia Meloni, qui est en train d'installer son gouvernement, et ça n'est pas simple non plus. Elle doit faire face immédiatement aux bateaux de migrants, si j'ai bien suivi, Alberto. Oui, la question des migrants était la véritable mine flottante pour ce gouvernement et cette nouvelle majorité. Et je me souviens de ce qui s'est passé en 2018, après les élections précédentes, qui ont vu la naissance d'un gouvernement composé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Et ce gouvernement a eu une relation très tendue avec l'Europe en général et avec la France en particulier. Aujourd'hui, Giorgia Meloni a fait un choix différent. Pas de polémique recherchée par l'Italie, évidemment, avec la France et avec l'Europe, la recherche d'un compromis, mais dans cette recherche d'un compromis qui est évidemment imposée par la situation économique de l'Europe et de l'Italie dans les cas spécifiques, mais dans cette recherche, il y a une mine flottante. Et cette mine flottante est la question migratoire. Le discours italien n'est pas seulement un discours, et n'est pas tellement un discours de chiffres, le nombre de migrants qui arrivent en Italie par la mer Méditerranéenne. C'est un discours de perception, de sensibilité de l'opinion publique. Les Italiens considèrent, dans leur majorité, que le fait que le bateau de migrants arrive de Libye vers l'Italie, et presque toujours vers l'Italie, parce que Malte ne les accepte plus, est une humiliation à la sensibilité italienne, quelque part. Et on se demande, écoutez, ça fait une dizaine de jours que ces bateaux sont en Méditerranée en attendant d'entrer dans un port italien. Pourquoi un seul bateau ne doit pas arriver en France? La Corse n'est pas si loin que ça. Ça suffirait quelques jours, quelques heures même, de navigation en plus pour qu'ils arrivent. On dit l'Italie doit accueillir tous les migrants. Pratiquement, on dit l'Italie. On dit un port sûr, mais Malte ne les accepte pas, et donc c'est l'Italie. Et on dit on acceptera une partie de ces migrants qui auront vocation à rester en Europe, c'est-à-dire des réfugiés ou s'ils proviennent d'un pays en guerre, des persécutés et tout ça. Mais il faut, une fois qu'ils sont en Italie, on doit décider qui peut rester ou non. Et ceux qui n'ont pas vocation à rester, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène en Libye? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Ces personnes ont traversé la Méditerranée dans des conditions affreuses.
On peut La même France pas et l'Allemagne ont proposé d'en prendre quelques-uns, mais vous dites souvent... de ceux qui ont vocation, le droit de rester en Europe, ceux qui ont les conditions. Mais les autres, qu'est-ce que vous en faites? Donc, la situation... Alors, vous réelle, avez souvent dit ici, à juste raison, me semble-t-il, qu'on laissait seul dans cette affaire l'Italie. On l'a laissé... C'est évident que l'Italie est laissée seule. Mais je termine seulement par une considération. Ces migrants, cette dizaine de milliers de migrants par an, qui n'ont pas le droit d'asile en Europe, alors ils entrent en clandestinité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la frontière française et ils rentrent clandestinement en France. Cette machine est une machine qui fabrique de la clandestinité. C'est où on trouve une politique sérieuse européenne devant cette question, où on arrivera à perpétuer une situation malsaine. Christine Claire. Oui, c'est pourquoi finalement le ministre de l'Intérieur Darmanin nous a annoncé un peu à contre-cœur que finalement on allait les faire travailler, ces clandestins, qu'on allait leur accorder le droit, parce que ça ne pouvait pas durer cette situation hypocrite. On les laisse entrer et on ne leur donne aucun droit, et pas même le droit de travailler, alors qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Mais vu le moment politique, je crois que ça va être extrêmement difficile pour le gouvernement de dire, de continuer, de dire oui, on va faire venir des migrants, on va les faire travailler aux emplois qui ne sont pas pourvus en France parce que les Français ne veulent plus faire certains métiers. Là, quand on voit la droitisation, on vient de décrire à travers Israël, l'Italie, enfin une sorte de contagion de droitisation. Qu'il faut bien constater en France aussi. Et tout à coup, le gouvernement va se trouve contraint de dire « Ah ben oui, finalement, on va ouvrir les portes. » Alors bien entendu, on va exiger de ces gens qui parlent très bien le français, qui sachent l'écrire, comme ne savent même pas l'écrire les Français eux-mêmes. Bon, on va exiger tout ça. C'est pas vrai, personne n'en croit un mot. Mais on va faire venir des gens qui doivent remplir des emplois que les Français ne veulent plus remplir. On est dans une contradiction qui va éclater de plus en plus. François Hesbourg. Oui, et la contradiction va éclater de façon d'autant plus virulente que l'échappatoire de M. Darmanin cessera d'exister dans quelques mois. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est effectivement très tendu. On a besoin de main-d'œuvre. Donc, on peut, de façon raisonnablement crédible et audible par l'électorat, dire on a besoin de plus de main-d'œuvre et on va absorber sans difficulté un flux XY. C'est vrai au jour d'aujourd'hui. La zone euro, comme la Chine, comme les États-Unis, s'achemine rapidement vers la récession. L'embellie post-pandémique de l'emploi cessera dans le courant de l'année 2023. Donc la contradiction sera exacerbée. Mais je voudrais élargir le propos, et je parle sous votre contrôle. Ce qui me frappe quand je vois les Polonais, quand je vois les Italiens, c'est qu'on est sorti de la révolte populiste contre l'Europe à une forme de subversion populiste de l'Europe. Donc en termes gramsciens, la nouvelle hégémonie du populisme, ce n'est pas de détruire l'Europe, c'est de faire l'Europe à son image. C'est un renversement de proposition, et c'est ça qui me frappe dans les propos de Madame Meloni, et aussi chez les Polonais. Les Polonais n'ont pas du tout envie de sortir de l'Union européenne, et pas simplement parce que l'Union européenne apporte de l'argent. Ils sont réellement européens, mais ils voudraient que l'Europe soit... quand je dis ils, c'est les électeurs majoritaires du parti populiste PiS au pouvoir en Pologne aujourd'hui. Donc un changement assez profond, et je crois, et là je me tourne vers Christine Claire, j'ai l'impression que c'est ce qui se mijote aussi du côté de Marine Le Pen. Dans la campagne de 2022,
on n'a pas entendu les thématiques de la campagne de 2017 sur l'euro, sur l'Europe et ainsi de suite. Donc, c'est le basculement du populisme qui constate que le Brexit est une vraie catastrophe. C'est-à-dire, personne ne peut dire aujourd'hui que c'est intelligent de quitter l'Union européenne. Donc le Frexit, le Polexit, l'Italexit, ça c'est fini maintenant. Alors, moi, je me tourne aussi vers Christine Claire, parce que merci François Hesbourg d'avoir fait la liaison, puisque il y a une sortie de route caractérisée par un député du Rassemblement national qui est accusé de racisme. Ça a provoqué une grosse indignation dans l'ensemble des partis. Manifestation vendredi devant le Palais Bourbon de la France Insoumise, et pour finir, une exclusion de 15 jours prononcée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une sanction justifiée pour vous, Christine Claire? Qu'a-t-il dit vraiment? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Qu'il retourne en Afrique. Est-ce que c'était son interlocuteur? C'est vrai qu'on a presque l'impression d'un complot. C'est trop bien fait pour permettre à la France Insoumise de dire: vous voyez bien que nous ne sommes pas du tout alliés avec le Rassemblement national. C'est tellement bien fait pour les descendre. Oui, mais en même temps, il l'a fait tout seul. Mais d'un côté, il n'est pas puni pour ça. Il n'est pas puni pour cette phrase. C'est ça qui est quand même incroyable. Il est puni pour le chahut qui s'en est suivi. Bon, le chahut, il n'était pas uniquement son parti. Le chahut, c'était tous les... Enfin bon, on le punit pour un chahut. Ben, il fallait bien faire quelque chose. La présidente de l'Assemblée devait bien faire quelque chose. Maintenant, comment les Français vont-ils le ressentir? Est-ce qu'on a l'impression d'un double langage extrêmement hypocrite? Bien entendu, tout le monde soutient cette décision. Comment ne pas soutenir cette décision? Et en même temps, qu'en pensent les Français? Est-ce que ça va vraiment faire chuter le vote pour le Rassemblement national? C'est pas si sûr. Maintenant, il est vrai que l'élection de Bardella peut apparaître comme une nouvelle droitisation du Rassemblement national. On avait une Marine Le Pen maternelle, les bras ouverts, qui parlait de ses chats, dont on apprend qu'elle vit avec une amie parce qu'elle en a assez des hommes, etc. Bon, tout ça était assez doux, assez écolo. Et puis maintenant, on voit arriver un jeune homme aux cheveux, je dirais pas rasés, mais presque, enfin, qui parle d'un langage de force. Est-ce que ce tournant va attirer les électeurs ou au contraire les repousser? Je veux dire, c'est toute la question. C'est vrai que son opposant, son rival, le maire de Perpignan, qui se vendent d'avoir des origines juives, etc., c'était tout à fait différent comme comportement, comme choix. Est-ce que le choix de Marine Le Pen correspond à une analyse de droitisation supplémentaire de notre société? Peut-être, puisqu'après tout se droitise dans le monde. Peut-être que la France se droitise tout en se donnant une caution morale, en accusant ce député qui, il est vrai, n'a pas l'air follement sympathique et qui avait déjà multiplié des déclarations dans le même sens, même si on les a effacées depuis. Absolument. Alberto. Espérons que Marine Le Pen va faire cadeau de ses chats à M. Bardella, comme ça il sera plus gentil. Ça va l'adoucir un peu. Non, je crois qu'il y a un trait commun dans toute cette discussion, et c'est malgré tout la relation à l'Europe. Et parce que si le Front National, le Rassemblement National, devra... Il ne faut pas faire comme Dupond-Moretti. Rassemblement. D'ailleurs, M. Moretti est d'origine italienne aussi, comme M. Bardella, d'ailleurs. Mais donc, si le Rassemblement National nouvelle version, Giorgia Meloni en Italie, et n'importe qui, les Polonais, disait François Hesbourg, doivent composer avec l'Europe, arrêter toute hypothèse de sortie de l'Europe et tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe a gagné. Notre Europe, qui est quand même un modèle de convergence plutôt que de division, cette expérience d'intégration a gagné sa bataille.
La bataille, l'euro a gagné. On ne reviendra pas en arrière par l'euro. Le coût serait trop grand. Et même les rivaux de l'intégration européenne, aujourd'hui, évidemment, ils soulignent des distinctions, mais ils sont pour l'Europe. Cette Europe qui a gagné aujourd'hui doit proposer quelque chose de différent quand même. Et le débat politique, que ce soit par rapport à la droite italienne, à la droite française, à l'extrême droite française, à la droite polonaise, est d'aller au-delà de l'intégration telle qu'elle a été réalisée jusque-là, mais en constatant cet élément qui, à mon avis, est fondamental, absolument fondamental pour l'avenir, et que tous les discours de sortie de l'Europe sont des discours impossibles. Et je remarque que Giorgia Meloni est allée à cette campagne électorale et a gagné cette élection sans dire un mot de sortie de l'Europe ou de sortie de l'euro. François Hesbourg. Oui, tout à fait. Plusieurs choses. Bardella d'abord. Bardella a gagné haut la main. Je crois d'une manière qui a surpris à peu près tout le monde et peut-être lui-même. Ce que moi je ne sais pas, peut-être qu'il le sait, c'est quelle va être sa stratégie. Il est comme il est. C'est pas un homme qui me frappe par sa douceur, et on a suffisamment souligné. Mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il va jouer la subversion de l'Europe ou est-ce qu'il va jouer la rupture de l'Europe? Et ça, je ne sais pas. Mais rien ne me permet de penser qu'il va jouer la rupture. Et que l'Europe a gagné, donc l'extrême droite va essayer de la faire sienne, que l'Europe devienne à son image. Quand on parlait du problème migratoire, bon, c'est la thématique macronienne de la campagne de 2017 sur l'Europe qui protège, qui était un thème, j'allais dire, très inspiré, parce que ça, c'est exactement... c'est exactement ce que les gens attendent et le sujet sur lequel les populistes faisaient fond. Sauf que tant que ce sujet était intriqué avec le sujet du refus de l'Europe, l'extrême droite n'arrivait pas, du moins dans nos pays, à arriver au pouvoir. Là, maintenant, ça risque d'être différent, parce que quand je vous ai écouté là, il y a quelques instants sur le dilemme italien en matière de migration, bon, la réponse rationnelle, c'est on va régler ça à l'échelle européenne, mais pas par l'Europe de Schengen version Merkel, la version de l'Europe post-Schengen version méloniste ou macronienne. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer du côté de Bardella. Sur la sortie raciste de l'autre jour, bon, moi, comme tout le monde, j'ai regardé et on peut ne pas y être et savoir ce qui s'y est dit. Les images et les sons à la télévision étaient quand même relativement univoques. Ces gens, ce type était visiblement... il avait envie de dire ce qu'il a dit, qui rentre en Afrique. Mais la NUPES, elle, est renvoyée face à son inconséquence, parce qu'elle a voté les motions de censure avec ces gens qu'ils accusent maintenant de racisme. Ils ont raison de les accuser de racisme. Alors, rétrospectivement, ils ont l'air encore plus cons, si je puis me permettre un mot extrêmement dur, qu'avant. Je veux dire, ils sont racistes, donc on vote leur motion de censure. Ah bon? Et de l'autre côté, on a le Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est con ou tordu. Oui, mais alors c'est tellement tordu. Ça peut être les deux. On ne peut pas soupçonner Mélenchon d'être con. Ça peut être... Non, je n'ai pas dit Mélenchon. Oui, j'ai bien dit la NUPES. C'est quand même son parti qui obéit à ses consignes. C'est quand même un tout petit peu... C'est pas malgré lui. Non. Non, le type qui a parlé n'était pas de la NUPES, il était du Rassemblement national. C'est lui qui a créé l'événement, c'est pas Mélenchon qui a créé l'événement. Et puis alors ensuite, au bureau de l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe? C'est unanime. La décision est unanime. Et Bardella pourra dire, le moment venu, écoutez les gars,
Oui, ces propos, cette façon de faire a été sanctionnée. Et a été sanctionnée parce que nous nous sommes associés à cette sanction. Donc, la décantation politique de cet événement, je ne sais pas ce qu'elle va être. Je crains malheureusement que par rapport aux soucis quotidiens des Français, ça va peser relativement peu lourd et qu'on a levé une censure de plus dans le discours politique français. C'est qu'on peut dire à l'Assemblée nationale qu'un député ou des personnes peuvent être renvoyés en Afrique. Enfin, c'est vrai que c'est un peu spécieux de condamner le chahut qui a suivi et pas le propos lui-même. Non, mais je fais une considération. La phrase est qu'il rentre en Afrique, non? Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des bateaux arriveront, de toute façon, à la fin arriveront en Italie. Une partie de ces personnes seront considérées, selon le gouvernement européen, comme ne pas ayant le droit de rester sur le sol européen parce qu'ils sont des migrants économiques et dont on décidera qu'ils rentrent en Afrique. Oui. Cette phrase, qu'ils rentrent en Afrique, qui a tellement provoqué, dans ce contexte évidemment, je ne veux pas dire que c'est la même chose, évidemment que ça soit clair, mais à la fin, qu'est-ce que nos gouvernements décident? Que les migrants économiques, qu'ils rentrent en Afrique. Alors, il nous reste 3 minutes pour le traditionnel coup de cœur ou coup de griffe. Qui veut commencer rapidement, s'il vous plaît? On va écouter, c'est un coup de cœur en hommage à notre confrère Marc Kravetz qui vient de décéder. Qui avait eu le prix Albert Londres pour un remarquable enquête en Iran. Et voilà, je crois que la dernière fois que j'ai vu, je crois que c'était autour de cette table. C'est pas impossible. C'était un esprit très libre. Moi, je m'étais rapproché de lui au moment où j'écrivais un livre sur De Gaulle et j'avais découvert que finalement, si gauchiste fut-il, il était assez gaulliste. Et c'était assez sympathique, cette liberté d'esprit. Alberto Toscano. L'écrivain italien Gabriele Nissim vient de publier en Italie un livre Auschwitz non finisce mai, malheureusement pas encore traduit en français, mais il souligne une thématique fondamentale, le rôle des justes dans la société d'aujourd'hui, dans les situations de crise, que ce soit en Ukraine, en Russie, ailleurs. Il y a des justes qui ont le courage de défier le pouvoir en place. Et ce juste mérite quand même d'être reconnu pour ce qu'ils font, même si souvent on n'en parle pas. François Hesbourg. Alors, coup de cœur, coup de griffe, et c'est le même, si je puis dire. C'est-à-dire, le coup de cœur, c'est ce livre extraordinaire de M. Piroli, Le Mage du Kremlin, qui a frôlé le Goncourt. Et le coup de griffe, c'est vis-à-vis de l'Académie Goncourt, qui ne l'a pas couronné. Je pense que c'était un livre tellement naturel pour le Goncourt. Et quand je l'ai lu, il y a plusieurs mois, il y a 3-4 mois, je me suis dit, mais ça va être le Goncourt. Et ça va être le Goncourt. Et ça me rend malheureux. Mais le livre lui-même vaut d'être lu, outre le fait qu'il est très bien écrit. C'est l'histoire de Surkov, conseiller de Poutine au fil des années, nourri aux meilleures sources, à savoir Surkov lui-même, qui est maintenant hors circuit par rapport à la verticale du pouvoir. Et ce livre permet de comprendre ce qu'est devenu cette société russe dans laquelle il y a besoin de juste. Lorsqu'une société a besoin de juste, c'est qu'elle est très malade. Alors, moi, je voudrais un coup de chapeau à l'UNESCO qui organise un colloque sur l'hébreu, mercredi prochain, place de Fontenoy. Et je voudrais rejoindre Christine Claire et évoquer à mon tour Hervé Algalarando, grand journaliste que vous avez connu sans doute, et journaliste politique, et homme d'une analyste d'une grande finesse, et c'était aussi un ami. C'était le 4 quarts politique de la semaine avec cette semaine Denis Charbit, François Hesbourg, Christine Claire et Alberto Toscano. Bon dimanche à tous.